Merci de vous retrouver ce mercredi, mesdames et messieurs. Mercredi, c'est WebPress. WebPress reçoit pour vous aujourd'hui deux intelligences de mon pays. Je suis avec Freddy Mwamba de la RTVS 1. Très heureuse d'être avec vous, Freddy. Je suis en tout cas très heureux de me retrouver encore une fois de plus sur ces plateaux pour commenter l'actualité pour nos téléspectateurs qui nous suivent à la maison. Merci Freddy Mwamba de la RTVS 1 et je suis avec celle que j'appelle affectueusement Dada. C'est toujours vraiment une joie d'avoir une femme sur ce plateau parce que c'est rare, mais Dada répond toujours favorablement à cet appel. Très heureuse de vous recevoir, Dada. Merci, très heureuse d'être là aussi. Elle tient de main de maître son journal Objectif qui, d'ici quelques temps, sera sur le net aussi parce que le net, on ne peut plus s'en passer aujourd'hui. Tous les grands journaux, c'est déjà sur le net, c'est l'objectif.net. Hein? Voilà, donc si vous tapez www.l'objectif.net, vous aurez le journal de Gudule Boilé. Aujourd'hui, nous allons parler de la nationalité congolaise. Parce que cette histoire de nationalité refait surface, nous allons essayer de voir un peu, d'en parler, de savoir un peu les contours de la nationalité congolaise. Selon la constitution, Freddy Mwamba est congolais, c'est lui qui est né de père et de mère, ou de mère, ou je ne sais pas, pardon, de père et de mère congolaise. C'est où et où, c'est où et, je ne sais plus, mais en tout cas, il faut avoir un de ses parents doit être congolais. Voilà, pour être plus concis. Mais aujourd'hui, la nationalité est toujours exclusive. Donc, on ne peut pas, en étant congolais, acquérir une autre nationalité. Quand vous avez une autre nationalité, la nationalité congolaise tombe d'office. Mais aujourd'hui, cette histoire de nationalité refait surface. D'abord par rapport au dossier de Moïse Katumbi, nous avons suivi Tambo Mwamba qui a dit Moïse Katumbi risque de ne pas être candidat à la présidence parce qu'il n'a pas la nationalité congolaise d'origine. Aujourd'hui, alors pourquoi remettre aujourd'hui cette histoire de nationalité sur la table, Freddy Mwamba? Moi, je pense qu'on remet cette histoire des nationalités sur la table parce que c'est une question qui préoccupe beaucoup, je dirais, l'opinion congolaise. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, on a parlé d'un certain moratoire. Le moratoire, là, il était de 3 mois. Lorsque Kamere était président de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, c'était parce qu'il y avait une motion de l'actuel vice-premier ministre des Transports, José Makila. On voulait élire 2 gouverneurs dans les Kasaï. Il y avait, je crois, Dominique Kankou et Alex Kandé. Il y avait Alex Kandé. Alors, il y avait une polémique autour de la nationalité de ces 2 personnalités. C'est un débat qui était engagé au niveau de la MP à l'époque, Alliance pour la majorité présidentielle, au niveau des provinces. Maintenant, José Makila a fait comment? C'était une façon pour lui de mettre la pression sur le régime en place en amenant une motion sur la double nationalité au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on invalide les députés nationaux qui avaient double nationalité. Parce que vous savez bien, notre constitution parle d'une nationalité une et exclusive. Voyez-vous? Et donc, normalement, on ne peut même pas parler de double nationalité, de nationalité étrangère. Pour être vraiment clair. Nationalité étrangère. Normalement, ce sont des étrangers. Qui étaient au niveau du Parlement. Alors, au regard de la susceptibilité de cette affaire de nationalité, Vital Kamerhe a souhaité à ce qu'il y ait un moratoire pour permettre à tous ceux qui avaient double nationalité ou binationaux de renoncer. De se régulariser. Oui, de régulariser leur situation. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Maintenant, en fait, ça s'est transformé en une prorogation tacite. Ça n'a jamais fini. Il fallait qu'on reconvoque encore une autre plénière. Lorsqu'on a reconvoqué notre plénière, les députés ont séché cette plénière-là. Et cette histoire-là est restée comme ça. Donc, l'histoire de la nationalité, c'est un panier à crabes dans notre boîte de Pandore. Vraiment, c'est une boîte à Pandore parce que la plupart des gens ont double nationalité, surtout sur la scène politique congolaise. Les gens ont double nationalité. Mais les paradoxes, vous savez, se situent aussi à quel niveau? Lorsque nous avons nos binationaux, les joueurs de notre équipe nationale sont en train de jouer, ils font quand même la fierté de notre pays.
Nous sommes contents lorsque nous avons un Cédric Bakambu qui fait mouche. On est content, on sursaute, c'est le phénomène national. On sent que les pays bougent parce que nous avons des binationaux qui ont des talents, qui sont des footballeurs. Ça, c'est peut-être dans les règles de la fédération. Au niveau de la fédération, on peut tolérer les binationaux. Pourquoi pas en politique aussi? Moi, je pense que le monde a quand même déjà évolué. Ce n'est même pas par rapport à la loi. Dans tous les pays du monde, dans tous les pays du monde, les binationaux accèdent à certains postes ou à certains emplois dans un pays. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Il y a des limites. Lorsque vous parlez des sportifs, jusqu'il y a encore 2 ans, ces binationaux-là ne jouaient pas dans les équipes nationaux. Ils ne jouaient pas parce que quand vous choisissez de jouer dans l'équipe, dans votre pays d'accueil, vous ne pouvez pas venir. Et maintenant, quand ils ont vu que pour la plupart, on refusait de les classer dans leur pays d'accueil et qui pouvaient servir dans leur pays, ils ont d'origine, dans leur pays d'origine, ils ont émis ces besoins-là et la FIFA a trouvé que c'était normal, on pouvait les faire. Et le paradoxe est que lorsque vous acceptez de jouer tout en étant binationaux, vous acceptez de jouer dans votre pays d'origine, votre pays d'accueil ne vous appelle plus. Parce que si vous voulez revendiquer ça, comme vous êtes en train de dire, là, Bakambu jouerait en même temps pour l'Angleterre et pour la RDC. Mais comme la RDC l'a appelé, il n'ira plus jamais jouer dans l'équipe nationale d'Angleterre. Il n'a peut-être pas renoncé. Il n'a pas renoncé, mais au moins on lui a mis des limites qu'il ne peut pas franchir. C'est la même chose en politique. On peut avoir des Chinois comme des vrais Chinois comme Bokoumès, comme chef de commune. Ça se fait dans tous les pays du monde. Vous avez en Belgique, vous avez des Congolais, des Congolais naturalisés qui sont des échevins. Vous pouvez les avoir. Mais est-ce que vous pouvez avoir un premier ministre congolais au niveau de la Belgique? Non, il y a certaines limites. C'est-à-dire on peut ouvrir jusqu'à un certain moment. Aujourd'hui, lorsqu'on est en train, qui parle de la double nationalité? Est-ce qu'un Congolais moyen, c'est lui qui a réussi en France, qui est devenu français et qui a réussi sa vie là-bas, il va venir revendiquer la nationalité congolaise? Ce sont les gens qui ont échoué là-bas, qui n'ont pas pu faire quelque chose. Ils reviennent ici, comme ils ont vu qu'il y a un peu de tout. On accepte n'importe quoi. Ils viennent réclamer la double nationalité ici. Ce sont les Congolais d'Ndjili, des Massina, qui n'ont jamais obtenu une autre nationalité, qui peuvent parler de la double nationalité, qui peuvent revendiquer la loi, mais pas ces Congolais qui ont cette double nationalité et qui veulent discuter de cette loi pour se donner des faveurs à eux seuls. Non. Le problème est les limites aujourd'hui. En tout cas, ne nous voilons pas la face. Cette histoire de nationalité est très sensible. On l'a vu ailleurs en Côte d'Ivoire. Cette histoire d'ivoirité a posé beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, on a même peur que la congolité, en tout cas, marque ses traces ici en RDC. Parce que pour Moïse Katumbi, on n'a même pas parlé de la double nationalité d'Agudul et Freddy. On a parlé de sa nationalité d'origine. Donc, en réfléchissant bien, Moïse Katumbi n'est même pas congolais, il est zambien, selon les propos du ministre de la Justice. Donc là, c'est encore un autre problème. Aujourd'hui, qui est congolais? Qui est congolais aujourd'hui? Parce que nous sommes entourés de 9 pays frontaliers. Nos villages sont deux fois entre 2 pays. Bas-Congo avec l'Angola, avec le Congo-Brazza, l'Équateur avec la Centrafrique. Aujourd'hui, comment savoir qui est congolais d'origine? Mais alors, moi je pense qu'il y a peut-être une défaillance aussi au niveau de nos services, parce que comment expliquer que quelqu'un qui n'a pas la nationalité d'origine devient député national dans ces pays, devient gouverneur de province dans ces pays? C'est ça le problème. Il devient la difficulté. Ils deviennent même des ministres, alors que selon la Constitution, pour devenir sénateur, président de la République ou député national dans ces pays, il faut avoir la nationalité congolaise d'origine. Pas acquisition. Mais il y a des thèses qui s'élèvent pour dire qu'il y a quand même une contradiction au niveau de la Constitution, parce qu'on parle de l'égalité de tous les Congolais devant la loi. Comment expliquer que ceux qui ont acquis la nationalité ne peuvent pas avoir le même droit que ceux qui ont la nationalité d'origine, alors qu'on prend l'égalité de tous, parce que ça reste des choses. Je vous en prie.
Prenons l'exemple. Cher frère, vous ne pouvez pas dire ça. Même quand on parle de l'égalité de Congolais, à partir du moment où vous avez choisi de quitter cette nationalité, vous ne pouvez plus parler comme Congolais, vous ne pouvez pas exiger d'être légal. Lorsque je vais demander asile dans un pays, j'arrive là-bas. Aujourd'hui, la plupart de nos ministres envoient leurs enfants à l'extérieur pour étudier. On les appelle des étudiants étrangers. Nous payons les frais. Mais lorsque cet étudiant-là veut accéder aux mêmes avantages comme les enfants des Américains ou de Belges, il demande la nationalité. En ce moment-là, il bénéficie de ce droit-là. Il devient américain, belge, français. Et cet enfant-là va se rendre compte plus tard qu'il ne peut pas exercer ses fonctions de médecin dans ce pays, dans son pays d'accueil. Il veut revenir ici. Comme à ce moment-là, il revendique quelle nationalité? Parce que la loi donne aussi les possibilités de récupérer sa nationalité congolaise. Et lorsque vous récupérez votre nationalité, vous devenez égal. On devient égaux. Congolais, l'égalité de la nationalité, c'est à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas parler pour quelqu'un qui a demandé de se naturaliser, il a quitté, il a prêté serment devant un autre drapeau, et il revient sans pouvoir renoncer, et vous voulez parler de l'égalité des Congolais, l'égalité devant la loi. Non, ça ne se fait pas. On a le cas le plus connu est de Roger Lumbala. Roger Lumbala est allé. C'est quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Il a eu des problèmes avec la justice congolaise. Il était au Rwanda. Et la nuit, il a fait sortir son passeport français. Donc, lorsque vous voulez avoir des avantages, vous revendiquez votre nationalité congolaise. Et lorsque cette nationalité, ces pays-là, veulent vous demander des droits et des comptes, vous revendiquez toute autre nationalité, vous dites non, je suis français, je suis belge. Non, à ce moment-là, vous êtes égal à qui? À ces Congolais-là d'Endjili, qui n'a jamais quitté le Congo, avec lui, vous êtes égal devant la loi? Non. En ce moment-là, il y a une mauvaise compréhension de la Constitution. La Constitution dit on est Congolais d'origine lorsqu'on a les deux parents ou l'un des parents est Congolais. Mais lorsque vous-même, vous quittez votre nationalité, vous n'êtes plus Congolais. J'aimerais voir un peu par rapport aux États-Unis. Pour devenir président des États-Unis d'Amérique, il faut être né sur le sol américain. Schwarzenegger était célèbre aux États-Unis, mais il n'est jamais parvenu à être président de la République parce qu'il est né en Autriche. Les problèmes qu'a eu Barack Obama dernièrement, parce que Trump avait presque douté de la nationalité américaine de Barack Obama, disant qu'il n'est pas né aux États-Unis. Et il a prouvé qu'il est né à Hawaï, donc qui est un État américain. La question que moi je pose, Prédi, si on doute de la nationalité de Moïse Katumbi et d'autres, pourquoi s'il n'est pas originaire de la RDC, pourquoi ne peut-il pas brandir ces documents et mettre Tambo Mamba ou les autres dire que non, je suis d'origine congolaise, voici mes documents. Pourquoi ne pas le brandir, tout simplement, et casser ce flou ici? Bon, en tout cas, il y a des gens qui disent que Moïse Katumbi, c'est sa maman qui est des nationalités congolaises, que c'était un Mba ou quelque chose comme ça. Un Bemba. Un Bemba ou quelque chose comme Bemba, ça. c'est du Grand Katanga. Encore faudra-t-il aller vérifier cela. Mais ce que la loi dit, c'est que vous pouvez être né soit d'un père, soit d'une mère, qui appartiennent à une tribu qui était en République démocratique du Congo avant 1960. C'est ce que la loi dit. Donc là, lui, il est né en 1964. Il est né en 1964 à Kapolo. Donc il est congolais, de par sa mère. Et puis il y a un autre problème que moi je trouve bizarre, qu'on ne peut même pas discuter sur ça. Il y a des gens qui ont d'autres nationalités, qui vivent dans notre pays ici depuis une cinquantaine d'années, depuis quatre générations, depuis 1800, 1900, ils sont là. Ok? Je prends par exemple les cas de Grecs. Il y a des Grecs qui sont restés, des Portugais, qui sont restés dans nos villages de génération en génération. Ils sont restés, ils ont mis au monde avec des femmes congolaises. Ces enfants sont nés ici. Ils ont étudié ici. Ils ont fait toute leur vie. On connaît leurs collègues, on connaît leurs amis. Et est-ce
que ces enfants-là sont plus congolais que nos enfants qui sont nés en Belgique? Nos enfants actuels, nous allons les mettre, nous allons les mettre au monde en Belgique, aux États-Unis. Est-ce qu'un enfant grec qui est né ici au Congo, qui a passé toute sa vie ici, est moins congolais que ce Congolais qui est né en Belgique, aux États-Unis? Non. Moïse Katumbi n'a-t-il pas fait toute sa vie ici? Il a, je crois, 50 ou soit 55 ans. Combien d'années a-t-il passé à l'extérieur? Il a fait son école primaire, il a fait son école secondaire, il a tout fait ici. Il a des affaires ici au Congo. Il a été gouverneur dans ce pays. Il a été président du PPRD. Membre cofondateur du PPRD. Pendant tout ce temps, on ne parlait pas de sa nationalité. C'est parce qu'aujourd'hui, il a traversé l'avenue qu'on veut nous parler de sa double nationalité. Non. Si on doit parler de la nationalité, commençons par parler de la nationalité de tout le monde. Il faudrait que tous les politiciens nous montrent leur acte de naissance et qu'on discute de cette histoire au niveau du Parlement pour qu'on parle. On ne peut pas dans ces pays aujourd'hui refuser à quelqu'un la candidature pour avoir, parce qu'on a double nationalité. Nous avons déjà un cas de col. On a eu un premier ministre qui a été nommé, qui était belge à sa nomination. Et 12 jours avant qu'il aille prêter serment devant le Parlement, on nous a brandi un document qu'il a renoncé à sa nationalité. À partir du moment où on a eu ce cas de col, ben, on ne peut pas parler de double nationalité. On ne peut même pas discuter de ces sujets-là. Pourquoi maintenant? Pourquoi ressortir cette histoire de nationalité maintenant? Est-ce que ce sont des calculs tout simplement politiciens pour empêcher un candidat d'accéder à un poste tout simplement? Puisque les binationaux ou les étrangers, il y en a plein, ce sont nos amis, on ne peut même pas citer les noms. Ce sont nos enfants. Nos enfants qui sont nos enfants, ce sont nos tantes, ce sont nos collègues, on le connaît. Comment traiter dépassionnément ce problème de nationalité, Frédéric? C'est pourquoi à un certain moment, j'ai parlé de nos services de sécurité qui ne font peut-être pas leur travail comme il faut, parce qu'au niveau de la CENI, là, lorsqu'on vient déposer les dossiers... C'est pas le travail de la CENI. Non, j'ai dit, au niveau de la CENI, lorsqu'on va déposer son dossier, vous amenez votre certificat de nationalité. Ce certificat de nationalité vient du ministère de la Justice. Voilà. C'est le ministère de la Justice qui délivre. Donc, il faut qu'il y ait d'abord en amont un suivi pour qu'on sache soit d'une telle nationalité ou de telle autre nationalité, pour que vous pouvez vous imaginer que c'est qui encore, parce que madame a parlé ici des blancs qui ont fait longtemps dans ces pays ici. Ce n'est pas, madame, c'est pas pour avoir fait, je ne sais pas moi, 100 ans ici en République démocratique du Congo que vous devenez congolais. Si vous demandez d'acquérir la nationalité congolaise, parce que l'acquisition, elle est reconnue. Hein, il y a la grande naturalisation, la petite naturalisation, tout ça. Si vous respectez la procédure et tout, et que vous avez acquis la nationalité congolaise, là au moins vous pouvez l'avoir. Parce que de l'autre côté, lorsqu'on parle de la nationalité d'origine avec les ius sanguinis, on parle du père et de la mère qui appartiennent à une tribu qui a existé, une tribu congolaise qui a existé dans ces pays avant. Nous parlons aussi, cette émission, ou bien les tribus qui ont existé. Cette émission aussi d'agriculture, c'est pour les étudiants et les élèves. Si par exemple, soyons plus pratiques, un grec met au monde avec une congolaise, cet enfant-là sera métis. Est-ce que ce métis-là aura tous les avantages qu'un enfant né d'une mère et d'une père congolais? Mais que dit la loi? C'est qu'il est en train de dire. La loi dit, l'un des parents doit être congolais et il doit faire partie d'une tribu qui existe au Congo. Ce métier-là, c'est grec là. Oui, ce métier-là pourra un jour revendiquer le fait d'être candidat à la présidence. Ce mulâtre-là peut quand il aura l'âge de la majorité, il peut choisir. Il peut choisir. Donc, Vrométi doit choisir entre la nationalité soit de sa mère ou de son père, mais d'office, il est déjà congolais aussi. Il peut choisir, mais d'office, il est déjà congolais. Parce que par sa mère, la loi dit ça. Donc, c'est pour ça que j'estime que cette discussion que nos politiciens veulent mettre sur la place publique devait être résolue, ces incompréhensions devaient être résolues au niveau du Parlement. Et ils sont tous des faussaires. Quand
ils vont déposer leurs documents au niveau de la CENI pour se faire élire, on écrit là, vous devez apporter la preuve que vous êtes Congolais, mais tout en étant étrangers, ils le savent, qu'ils ont la naturalisation d'un autre pays, ils vont quand même au niveau du ministère de la Justice, où aussi on ne travaille pas, parce que au niveau de la justice, on devait travailler pour savoir si cette personne à qui on délivre l'acte de naissance ou l'attestation de nationalité, à un moment donné, n'a pas cessé d'être congolais. On n'a pas fait ce travail-là. Au niveau de la CENI, on a accepté sans pour autant, si Makila l'a dit, lors de la législature de 2006. C'est tout simplement parce que Makila s'était rendu compte que la plupart des députés étaient des naturalisés. Et cette histoire, Paulette, ça va continuer. Qu'est-ce qui se passe dans nos institutions? Il suffit que quelqu'un devienne ministre demain. Après 1 ou 2 semaines, tous ses enfants vont s'installer, sa femme vont s'installer en Europe. Ça s'est passé pendant la Deuxième République. Ça s'est passé pendant la période de musée. Ça se passe encore maintenant. Ils envoient leurs enfants à l'extérieur. Ils doivent traiter de ce dossier pour permettre à leurs enfants, le lendemain, qu'ils ne viennent pas tomber dans ces tracas-là. Le problème est, il y a peut-être quelqu'un, nous on discute de ce dossier, est-ce qu'on ne peut pas laisser le politique aux originaires et peut-être l'économie, parce que les Congolais de l'étranger disent que nous contribuons économiquement en RDC, notre pays d'origine. Nous aimons notre pays, mais comment mettre les limites? Peut-être leur laisser le secteur économique et laisser les politiques aux enfants du pays, parce que ça se fait. Il y a des limites partout. Pourquoi en RDC, on ne veut pas mettre des limites, Freddy? Peut-être l'économie, on laisse ça aux étrangers, mais laissons la politique aux enfants du pays. Parce qu'il y a des Congolais qui se sentent frustrés. Quelqu'un qui part en France, qui devient français, il a les avantages des Français. Il rentre ici, il a les avantages des Congolais. Il est à l'Assemblée nationale. Moi, Paulette Kimutu, par exemple, je peux battre campagne, mais je n'ai pas d'argent. Lui, il est peut-être français. Quand lui sera au Parlement, mais il aura les avantages du français et du Congolais. Alors qu'on laisse la politique aux enfants du pays et peut-être laissons l'économie. Partageons les choses. C'est peut-être une piste de solution, Freddy. Madame, ce que je pourrais dire à ce sujet, c'est que sans être d'abord tenant de ceux qui soutiennent la double nationalité, ce que je peux dire, c'est que nous avons quand même connu des gens qui avaient aussi double nationalité dans d'autres pays, bon, qui avaient des origines qui n'étaient pas de ces pays-là, mais qui ont occupé des postes de haute fonction. Vous avez par exemple Manuel Valls, qui était en France, c'était un Espagnol, qui parlait même espagnol. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas eu à servir les citoyens français. Donc, vous avez Manuel Valls, vous avez par exemple les États-Unis. Les États-Unis, c'est une nation arc-en-ciel. Il y a beaucoup de gens des nationalités différentes. Je ne sais même pas. Ce sont les Amérindiens qui sont des propriétaires de cet endroit. Est-ce qu'ils bénéficient même? Est-ce que ce sont eux qui dirigent les États-Unis? Non. Mais ce sont les étrangers, en fait, qui sont en train de diriger les États-Unis. Moi, je pense que quand même le monde a évolué. C'est le cas de le dire. On peut dire, voilà, on peut s'accrocher à nos souches, à nos... Est-ce que c'est pour autant que notre pays s'est développé parce qu'on a eu peut-être des autochtones ou bien des personnes qui sont des nationalités congolaises qui nous ont, non, je prends l'exemple. Je prends l'exemple. Il y a un débat, il faut balancer. Guidul a donné quelque chose de fondamental. Il a donné l'exemple de Roger Lumbala. Vous êtes ici, nous savons que vous êtes Congolais. Vous commettez des forfaits. Ministre congolais. Et dès qu'il y a un problème, vous brandissez. Il y en a maintenant, dès qu'ils ont un problème, ils brandissent leur passeport canadien, ils brandissent leur passeport américain, ils brandissent leur passeport français. Mais moi, Paulette Kimutu, si j'ai un problème, quel passeport je vais brandir aujourd'hui? Alors, c'est ça le problème. Non. C'est ça la triche. Moi, je me dis, il y a la triche. Moi, je me dis, ils peuvent faire la politique. Je viens de donner l'exemple de Arnold Schwarzenegger. C'est pas pour autant parce qu'il est né à l'extérieur, c'est un Autrichien, il s'est naturalisé. C'est pas pour autant qu'on lui a dit non, on lui a pas fermé la porte, mais on lui a dit à quel niveau de politique il peut s'arrêter. Ça c'est dans la Constitution américaine. Moi je me dis que les Congolais de l'étranger qui veulent, ils peuvent même être des députés. Moi je suis d'accord, ils peuvent être des députés, mais il y a un seuil qu'ils peuvent pas atteindre.
Parce qu'à ces niveaux-là, même être dans un gouvernement comme étant ministre et tout ça, on doit leur mettre des limites. Lorsque vous travaillez dans une société en République démocratique du Congo et que vous voulez aller travailler, je parle de la République démocratique du Congo, vous voulez aller travailler dans un organisme international. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous devez non seulement déposer votre dossier et déposer une lettre de rénonciation de là où vous étiez. Donc, s'il veut être ministre congolais, il doit prendre des engagements pour servir la République démocratique du Congo et rendre compte à la République démocratique du Congo et n'est pas revendiquer le droit de son autre nation lorsque la République veut lui demander des comptes. C'est-à-dire que les ouvertures doivent se faire à ces niveaux-là. Les Congolais de l'étranger y contribuent, c'est vrai. Mais on ne peut pas leur refuser ça. On doit tout simplement légiférer, faire en sorte qu'il y ait un respect à certains niveaux. Quelqu'un qui a travaillé jusqu'à être ministre de la République démocratique du Congo doit rendre de compte aux citoyens congolais à qui il a servi. Et l'autre pays qui le reçoit doit se rendre compte de ça. Il ne peut pas accepter de dire que quelqu'un qui a été ministre, demain il vient, il vous dit non, on me poursuit dans mon pays où j'ai été ministre, et vous dites non, monsieur, vous ne devez pas le poursuivre, c'est un Français. Il doit y avoir de lois pour interdire ces choses-là. Bon, voilà. Et dans l'entretemps, le Congo doit savoir protéger ses nationaux. Exactement. On ne protège pas les nationaux. On ne protège pas les emplois des nationaux. Aujourd'hui, vous allez dans 90% des banques qui sont ici. Les Congolais qui sont là-bas, nos enfants congolais qui sont là, ont double nationalité. Ils ont tout le droit. Par rapport à nos enfants qui viennent des universités, ici on vous dit que non, ils n'ont pas bien étudié, oh non, il y a ceci, il y a cela, on vous dit toutes ces choses-là. On ne les protège pas et ces enfants-là sont engagés. Comme étrangers, non, même comme Congolais, on les engage. Mais par contre, nos enfants ici, ils sont dans la sous-traitance. Ils sont dans la sous-traitance. Ils sont là très nombreux. Et l'inspection générale de travail ne le protège pas. Ces enfants ne reçoivent pas des soins médicaux. Ils ne reçoivent même pas les indemnités kilométriques. On leur donne un petit salaire. Dès qu'ils tombent malades, comme ils ne peuvent rien faire, ils ont besoin de travail, ils y vont. Mais il y a une entreprise quelque part qui n'est pas mauvaise aussi. La sous-traitance n'est pas mauvaise. Mais qui perçoit tout à leur place. Ok, alors, que fait la loi pour protéger les nationaux, pour protéger les emplois? Cet enfant d'Endjili qui n'a étudié qu'ici, qui ne peut pas aller revendiquer quelque chose en France ou en Belgique, même ici au Congo-Brazzaville, il ne peut rien revendiquer. Lui, il est ici, il a fait tout ça ici. La loi doit protéger cet enfant, la loi doit protéger. Et Paulette, ces choses-là existent. Mais même l'inspecteur de travail ne sait pas les appliquer parce que lui-même, il a faim. Mais madame, vous savez... Comment protéger les enfants, les étudiants congolais face à la recherche de l'emploi? C'est quelque chose. Doit-on nous tous vendre père et mère pour que nos enfants aient étudié en Europe et dès qu'ils reviendront, auront des facilités puisque nos enfants qui étudient à l'IFASIC, à l'UPC, à l'UCC, partout, n'auront pas les mêmes avantages. Des parias. Sont des parias. On aura beau avoir dans ces Qu'est-ce qu'on fait? On aura beau avoir dans ces pays des bonnes lois, mais elles ne sont pas appliquées. Ouais. C'est ça le problème. Ouais. On protège les Congolais. La priorité est donnée d'abord aux Congolais. Mais est-ce qu'on leur donne de l'emploi? C'est ça le problème. Est-ce qu'on donne de l'emploi aux Congolais? Et même ceux qui travaillent, ils sont payés comment? Ils sont sous-payés. Ce sont les Indo-Pakistanais, les Libanais et les autres qui sont ici, qui tiennent notre économie et tout ça, et qui ont des atomes crochés avec nos autorités. Et j'ai lu quelque part, lorsque vous voulez arrêter quelqu'un, j'ai lu quelque part que les femmes qui travaillent chez ces Indo-Pakistanais, ces Libanais se plaignent parce que les fouilles sont vraiment corporelles. Permettez qu'on se dise, on leur met les mains dans les sous-vêtements pour contrôler chaque entreprise. C'est incroyable. Une grande entreprise de panification dans ces pays. On contrôle les dessous des femmes. Cette entreprise paye ses travailleurs au taux de $54. 54 000. 54 000 francs pour $100.
Ils sont passés à la télévision. C'est criminel. Ils ont dit qu'ils payaient le dernier de leurs employés 300 $. Alors que faites les 300 $ multipliés par 54. Nous avons fait un travail. Les inspecteurs sont allés là-bas. Mais ça va faire 2 mois que cette situation ne change pas. C'est une entreprise bien connue dans ces pays qui fournit du pain à tout le monde. Mais ils payent, même l'État congolais ne paye pas ses employés autour de 54 000 francs congolais les dollars. Mais cette entreprise paye, c'est une entreprise et c'est connu de tout le monde. Ils sont protégés par nos généraux, par nos ministres, par l'inspection de travail. Ils sont protégés. Mais quand vous allez, même quand les gens revendiquent, on leur dit « Ayoku tozana musala ». C'est dans ces pays. Alors, comment voulez-vous que les enfants qui souffrent comme ça acceptent même leurs propres frères qui sont allés étudier à l'étranger, qui reviennent, tous les enfants des moboutistes, les enfants de la Deuxième République qu'on a amenés en Europe, là, la plupart sont en train de rentrer aujourd'hui. Ils cherchent, ils sont tous ici, ils sont dans pleins. Les cabinets ministériels. Dans les cabinets ministériels. Ils sont pleins là-bas aujourd'hui. Ils prennent le travail des enfants dont leurs mamans sont des bipoupoula. Au beach, dans les différents beachs, des mamans qui se réveillent à 5 heures, qui souffrent pour faire étudier leurs enfants. Et ils voient leurs enfants qui ont terminé, mais qui n'ont pas d'emploi. Et dès qu'il y a une entreprise de communication qui ouvre, on met sur Internet les offres d'emploi. Et ces offres d'emploi vont vers l'extérieur. Nos enfants n'ont pas accès à l'Internet pour la plupart. Quand ils reviennent, on leur donne des miettes. Ils sont dans la sous-traitance. Et qui fait la sous-traitance? Dommage, nous allons prendre vraiment un autre point. Ce sont les sanctions d'ailleurs, les sanctions internationales. Vous avez suivi le point de presse du porte-parole du gouvernement. Il a dit, lui, n'a pas de bien en Belgique, donc il est d'ailleurs content que la Belgique le sanctionne. Mais nous revenons sur ça. Quel est l'impact politique de ces sanctions? Parce qu'aujourd'hui, on ne parle que des sanctions pour la République démocratique du Congo. Vous avez suivi le ministre de la Communication, hein, par même rapport s'il a essayé d'ironiser pour dire, voilà, s'il y a des biens là-bas, il les fait cadeau. C'est bien, il les fait cadeau aux autres. On peut peut-être rire, mais je pense que c'est trop grave. On devrait quand même prendre au sérieux cette affaire des sanctions. C'est pas trop d'ingérence, Freddy, trop d'ingérence. Pourquoi les Européens veulent... Là où je suis d'accord. Mende a dit, la Belgique prend toujours la RDC comme sa colonie, elle veut toujours s'ingérer dans les affaires vraiment privées de la RDC. C'est toujours la Belgique qui influence les autres là-bas pour qu'on sanctionne la RDC et tout ça. L'unique posture qui me plaît, qui a été prise au niveau du gouvernement, c'est celle de dire que toutes les enquêtes qui devront être menées dans notre pays doivent être pilotées par la justice congolaise. C'est ici aussi l'occasion de sensibiliser notre justice. Ils doivent prendre la mesure de leurs responsabilités. Vous voyez vous-même comment les procès se passent ici et là. Qui sont dans nos prisons? Est-ce que ce sont des vrais coupables qui sont dans nos prisons? Il y a trop de marchandage dans notre justice. Donc, il revient à tous les magistrats et les autres de se battre pour restaurer l'image des marques de notre justice. On a parlé d'un procureur, d'un militaire qui a fait un test sur le plan international et qui se retrouve aujourd'hui à la Cour spéciale de la République centrafricaine. Je pense que c'est un bond en avant. Et les autres devraient embrayer sur cela et se battre pour aider la population congolaise. La population congolaise n'a plus confiance en notre justice. Donc, il faudra qu'il y ait des efforts qui soient faits de ce point de vue-là pour permettre à notre pays décoller quand même. Et Gudule Boile, la réciprocité, même a dit qu'on rendra coup pour coup cette fois-ci. Donc, cette fois-ci, vraiment, en attendant aussi des sanctions de la République démocratique du Congo face à l'Union européenne, aux États-Unis et à d'autres. Je suis comme vous, Paulette, j'aimerais bien voir ça. On va les sanctionner en quoi? Nous vivons totalement en dépendance d'eux. Même nos petites routes, les toilettes qui sont construites dans nos écoles sont sous les labels de l'Union européenne. Depuis que l'Union européenne est partie, on a vu ce que la salubrité a donné. Le choléra a repris. On a des rats partout dans nos maisons. Alors, on va sanctionner quoi?
on veut parler d'ingérence. Oui et non. Oui, les autres ne peuvent pas s'ingérer dans nos affaires intérieures. Mais c'est comme dans un mariage. Pour que les voisins entrent chez toi à la maison, pour s'ingérer dans le problème, dans ton problème de couple, qu'est-ce que tu as fait? Parce que si le voisin voit que tu tapes ta femme tous les jours, il ne veut pas que cette personne puisse mourir, qu'on l'accuse de non-assistance en personne en danger. Il va forcer ta porte, il va entrer pour essayer de protéger la femme. Si la Belgique, la France ou l'Union européenne avaient sanctionné toute la République démocratique du Congo, ok, moi j'allais dire qu'ils se sont ingérés dans nos problèmes. Mais à partir du moment où ce sont des personnalités, ce sont des sanctions ciblées contre des... Qu'est-ce que ces personnes ont fait? Mais c'est ça aussi le problème. Nous avons ouvert les portes. Pourquoi est-ce qu'on ne me sanctionne pas moi? Pourquoi on ne sanctionne pas les citoyens lambda? Lambda qui est sur la grande avenue. L'Union européenne lui dit à partir de maintenant, puisque ton pays a fait ça, puisque ton gouvernement a refusé ça, toi aussi tu n'entres pas en Belgique. Pourquoi on ne l'a pas fait? On l'a fait parce qu'il y a quelque chose, il ne faut pas banaliser tout. Il ne faut pas banaliser tout. Et quand ils disent c'est parce qu'ils n'ont pas des comptes... ils n'ont rien en Belgique. C'est peut-être vrai parce que tout le monde a vécu l'expérience avec Mobutu. On n'est pas obligé aujourd'hui de mettre de l'argent en Europe. On sait qu'il ne faut pas le faire parce que ça va tomber. Mais ils bénéficient de ces pays-là. Quand ils tombent malades, ils vont se soigner où? Cette fois-ci, c'est l'Inde, non? C'est l'Inde. Oui, mais même l'Inde en question, là, on amène l'argent du pays où? Mais nous avons notre hôpital ici du cinquantenaire. Nous avons la clinique Ngaliema. On a tout ça. Donc, ils ne peuvent pas, ces sanctions-là, à partir du moment où on répond à quelque chose qui est censé ne pas vous toucher, ça veut dire que ça vous a touché. Ça vous a touché. Par rapport au document de Sonia Rollet, nous avons suivi ce web document qui a été très fouillé parce qu'on nous a reproché, nous les journalistes congolais, de n'avoir pas fait ce travail. Et moi, je leur réplique, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas les autorisations. Et évidemment... c'est comme l'a dit Dagudul, hein, vous voyez le budget de la RFI par rapport à Congo Web Télévision. Donc, comprenez, mais merci à Sonia de nous avoir aidé à comprendre tant soit peu le processus, ce qui se passe au Kasaï. Ce qui se passe au Kasaï, Freddy Mwamba, est-ce que c'est réel? Parce que les gens se posent la question, est-ce que c'est vraiment réel ce qui se passe au Kasaï? Parce que des fois, les gens semblent déconnectés des réalités. Est-ce que c'est vraiment réel? Les 3300 morts au Kasaï, les 1 million de déplacés au Kasaï, c'est vraiment réel? Je pense que c'est une réalité à partir du moment où il y a des gens qui ont mené des investigations et sur base des enquêtes menées, ils ont en fait démontré qu'il y a eu véritablement des morts. Et vous savez que ça a même bougé le monde. Et si on est même en train de prendre des sanctions, notamment contre certaines autorités aussi, c'est à cause de ce qui se délère laxisme par rapport à ce qui s'est passé au Kasaï, parce qu'ils avaient peut-être la possibilité à ces moments-là de mettre, d'empêcher qu'on en arrive à ces niveaux où nous avons presque des crimes contre l'humanité qui sont commis dans cette partie de la République. Vous avez vu, il y a eu une quarantaine de charnières là-bas dans cette partie, dans le Kasaï central et partout ailleurs. Moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait plus préoccuper nos autorités. Vous avez vu le Premier ministre aller à une fête là, je ne sais pas moi, avec la crème du Grand Kasaï en train de sabler des champagnes. Moi je pense qu'au lieu de sabler des champagnes, il devait pouvoir réfléchir, réfléchir sur ce qu'il faut faire véritablement pour aider ceux qui sont au Kasaï. Autant qu'ils peuvent le faire même pour nos frères des Béni, parce que nous avons ces problèmes au niveau sur le plan national. Ce n'est pas un problème qui touche seulement les Kasaï, ça touche les Kasaï, ça touche aussi Béni et partout. Donc, mettre en place des politiques qui peuvent permettre à ce que tous nos frères-là continuent à vivre dans leur milieu qui, jadis, étaient des oasis, qui étaient des havres de paix, mais qui aujourd'hui sont devenus vraiment des endroits
invivables, des zones rouges, à dessein. J'ai dit à dessein parce qu'il y avait moyen aussi, quelque part, d'anticiper et de mettre fin à tout ce qui s'est passé dans la partie orientale. Une partie seulement des transmissions de pouvoirs alchimiques, ésotériques, ça crée tous les problèmes. Tous les problèmes que nous avons. Il y a des gens qui meurent, des tireurs de ficelles, des enregistrements qui proviennent des États-Unis et tout ça. C'est là où ça donne les tournis. Nous sommes dans quel pays, madame? C'est là où les politiques n'aident pas le gouvernement. Dans ces problèmes du Kasaï, le gouvernement a été piégé par ses propres politiques. Parce que les problèmes ayant été créés par un politique, et envenimés par d'autres politiques. Dans cette histoire du Kasaï, je trouve que le gouvernement et la majorité, je ne vais pas parler du gouvernement, parce que le gouvernement est en train de se battre pour essayer de trouver une solution. Mais il y a l'opposition et la majorité qui ne jouent pas jet clair dans cette histoire. Je vais vous donner un exemple. Nous avons des députés au niveau de l'Assemblée nationale qui sont des députés de l'opposition et du pouvoir. Chacun ne veut pas appeler à la paix, il veut attiser pour jeter la pierre sur l'autre. Il n'y a pas 2 jours, ils sont allés en vacances parlementaires. On va voir combien de députés du Kasaï vont aller au Kasaï pour aller sensibiliser. Ils veulent tous qu'on le voit à la télé avec 2 ou 3 personnes parce qu'ils sont allés dire bonjour à leurs membres de famille. Ils se filment là-bas, ils reviennent qu'ils sont allés en sensibilisation. Personne, qui est député du village de Kamouina Sapou? D'ailleurs, c'est qui est le député de cette contrée-là? Quand est-ce qu'on l'a vu passer à la télévision, appeler ses frères dans sa langue, Botika, D'ailleurs, ils ne font pas le travail. Ils sont en train d'attiser parce qu'on est entré dans la politique de haute toi que je m'y mette. On veut embraser pour essayer de récupérer, pour qu'on puisse parler de vous. C'est de la récupération. C'est de la récupération. Et tant qu'on est dans cette logique-là, quel que soit ce que le gouvernement fera, ça ne marchera pas. Le gouvernement a amené dernièrement un chef coutumier. On a installé les chefs coutumiers, on a dit que c'est illégal, les Kamouina Sapou qui est là. Mais on continue à avoir des tueries. Nous avons suivi d'ailleurs la dernière lettre circulaire avec le net tout fuite en République démocratique du Congo. Le Premier ministre a dit qu'on ne parle pas trop des langues vernaculaires et plus précisément les Chiluba à la primature parce que ça en fait trop. Alors la question est de savoir, Freddy, en tout cas, est-ce que Bruno Ochibala aura vraiment des chances? Parce qu'on sait déjà qu'au Kasaï, les examens d'État sont repoussés. Les élèves n'ont pas fait l'examen d'État au Kasaï dans cette partie de la République. Il n'y a pas d'enrôlement, il n'y a pas d'examen d'État. Cette fois-ci. Comment Bruno Ochibala peut-il pallier à cette situation? Moi, je pense que nos autorités... Doit-il descendre sur le terrain? Doit-il chercher l'argent? Doit-il laisser les étrangers venir? On ne comprend pas comment terminer cette histoire du Kasaï. J'ai l'impression que ça c'est métastase. Hein, en tout cas, vous venez de soulever une question importante. Celle de la langue qui doit être parlée, c'est pas moi à la primature et tout. On sait que ça c'est véritablement un défaut des Congolais. Nous aimons beaucoup les népotismes et tout. Partout où vous avez une autorité qui est nommée, ils cherchent toujours à prendre, à c'est peut-être pas lui l'autorité, mais l'entourage, le flatteur. Le problème, je suis désolé. Je pense que quelque part aussi, c'est aussi lié à la situation économique du pays. Vous allez trouver une autorité qui est à même de pouvoir changer des décisions, de pouvoir prendre des décisions pour faire bouger les lignes, mais qui va aussi prendre son neveu pour venir. Ça devrait être une raison pour vous de mieux travailler. Pour que demain, vous ne puissiez pas recourir à votre enfant pour lui donner de l'emploi parce qu'il n'y en a pas assez dans les pays. Vous comprenez? Et donc, ça veut dire que lorsqu'on vous donne une responsabilité, vous devez être conscient. Est-ce que c'est interdit? C'est la question que je me pose. Travailler mieux. Nous sommes tous parents d'agriculture. Est-ce que c'est interdit à un parent de donner un marché à son fils ou à sa fille s'il est compétent? Est-ce que c'est interdit? C'est illégal? Non, si la procédure est respectée, il n'y a aucun problème. Mais est-ce que c'est pas un trafic dans le favoritisme? Souvent, le favoritisme. Vous savez, par exemple, dans les cabinets, là, il n'y a pas de tests pour que quelqu'un dans les cabinets. Est-ce que c'est interdit à un ministre? C'est une question pratique. Voilà. Est-ce que c'est interdit à un ministre d'agriculture
Guidul, c'est interdit à un ministre de prendre son fils comme directeur de cabinet ou comme conseiller ou sa fille s'il est compétent. Les combles, c'est que ce qu'on est en train de dire, c'est le fait que c'est déjà au niveau du parti politique qui ont milité, déjà qui ont souffert avec vous, peut-être qu'ils ne voyaient pas votre fils et subitement on le voit tomber comme un cheveu dans la soupe et vous lui donnez un poste. Ça crée des frustrations. Il n'y a rien qui interdit cela. Mais sur le plan déontologique, ça ne marche pas. Ça gêne un peu. Ça gêne un peu. Comment est-ce que vous pouvez travailler avec votre fils au travail? Il va vous appeler qui? Papa? Mais s'il est compétent, il peut être compétent, vous pouvez lui trouver du travail ailleurs. Du temps des Mobutu, où il y avait cet échange qui se faisait entre ministres. Tu prends mon frère, je prends ton frère. À partir du moment où il est compétent. Déontologiquement, ça casse un peu. Et pourquoi est-ce que aujourd'hui on doit parler de cette histoire, de parler Tshilouba au niveau de la primature? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale? Dans nos partis politiques. Lorsque moi, Guidul, je vais postuler comme député, étant donné que c'est mon argent, je prends comme premier suppléant ma petite sœur. Vous voulez qu'on parle avec elle dans quelle langue? Si je vais lui dire quelque chose de secret, on va parler en Kibemba. C'est tout à fait normal. Et quand je suis ministre, j'ai dans ma famille autant de chômeurs. Dans la famille de mon mari, autant de chômeurs. Vous pensez que je vais d'abord penser aux membres de mon parti politique? Je dois d'abord installer les gens de ma famille. Et quand j'installe les membres de ma famille, à partir du moment où il n'y a personne qui m'interdit, ni même moi-même sur le plan déontologique, je trouve que Paulette l'a fait dans son ministère, personne ne vient me dire que non, tu ne peux pas faire ça. Déontologiquement, la loi de travail dit ça. Mais on continue, c'est pour cela qu'on parle. Dans chaque ministère, lui, il l'a fait. Tout le monde l'a vu, il l'a fait au vu aussi de tout le monde. Mais dans chaque ministère, là où il y a un bandundu, on parle de Kikongo. Là où il y a un tété là, on parle de tété là. C'est connu. C'est connu. Voilà, mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir d'être avec des lumières, des compétences de mon pays. Vraiment, merci à Guidul Bolia de l'Objectif.net. Merci à Freddy Mwamba de la RTVS 1. Comme nous le disons, nos langues sont une richesse, mais que nous avons une langue de travail. Utilisons cette langue-là pour ne pas créer de frustrations, comme l'a dit Freddy Mwamba. Donc, soyons aussi, mettons en exergue nos associations, mettons en exergue nos anciens élèves, comme on le fait en France, parce que nous prenons l'exemple de la France. Il y a des anciens de l'ENA, de telle promotion, des anciens de telle. Mettons ça en exergue que nos régions ou que nos tribus. Parce que les tribus, c'est quelque chose de personnel, nous trouvons. Et mettons en exergue, en tout cas, nos associations. C'est pour cela que je dis un gros coucou à tous les journalistes de presse pour le progrès. Gros coucou, en tout cas, à tous les journalistes de l'UNPC. Et il y a les élections, hein, battez-vous pour reprendre la place au CESAC et ailleurs, pour que nous puissions remonter ce métier que nous adorons tous. Et nous nous retrouverons avec le même plaisir le mercredi prochain. Inch'Allah.